les personnes qui ont organisé cette réunion, cette conférence, remercier les personnes qui sont présentes, la famille de Jean-Pierre Foucault, qui sont venus de Marseille spécialement sur notre territoire. Donc nous sommes très heureux de vous accueillir dans la Maison du Lac, qui est la maison de l'intercommunalité. Donc je voudrais remercier aussi tous ceux qui travaillent à la mémoire de l'accueil qui a été fait sur notre territoire pendant une période compliquée. Je pense que c'est très important de travailler à cette mémoire, d'autant plus qu'aujourd'hui, alors je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont présentes ici, je ne pense pas, qui continuent, qui accueillent les migrants sur notre territoire. Il y a plusieurs familles qui sont très engagées et que c'est une activité, c'est une chose qui n'est pas toujours comprise par une majorité de la population et que finalement, c'est pas nouveau. Il y a par le passé, pour différentes raisons, dans différents contextes, heureusement que des gens ont été accueillis par d'autres, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur religion, quel que soit leur statut. Et je pense que c'est ça qui fait un peu notre humanité, quoi. Donc voilà, c'est aussi bien que certains rappellent ce qui s'est fait pour aussi, quelque part, conforter ce qui se fait encore actuellement. On a plusieurs invités qui viennent d'assez loin, de Paris, de Marseille, c'était dit. Aux membres de l'association, à leurs conjoints, qui sont venus aussi. Je remercie donc les témoins, on a plusieurs témoins qui vont s'exprimer, qui vont nous raconter des choses sur leur famille et le parcours de leur famille ou leur propre parcours. Bien sûr, mesdames et messieurs les maires, on a les maires d'Aiguebelette, de Lépin, je crois, d'Attigna, et bien sûr André Bois qui vient de nous quitter, de la Bridoire aussi. Ah non, il est là. Je croyais dans la salle. Ah, il est là, pardon, excuse-moi. Il ne nous a pas quittés, il est là. Donc il est là, donc André Bois, président de la commune et maire des Bulins. Je remercie aussi donc parmi les personnes qui sont là, M. Amp, ancien maire de Chambéry, il est là. M. Quadrini, qui doit être parmi nous, président du Conseil économique et social Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, M. Banon, qui est délégué France de Yad Vashem. Merci d'être là. Du comité français Yad Vashem. Madame Boissard, qui représente la maison d'Isieux, qui doit être aussi quelque part au fond, voilà, ici. Merci à vous d'être là. Isieux, où nous irons cet après-midi pour certains d'entre vous. Voilà, et puis bien sûr, je remercie la Maison du Lac qui nous accueille ici dans les lieux, avec un cadre un peu plus superbe. C'est quand même un beau cadre pour discuter et d'échanger entre nous. Je remercie aussi, je ne l'oublie pas, l'équipe du Festival des Nuits d'été, le Festival de musique des Nuits d'été, qui n'a pas lieu cette année, mais qui est le festival qui a soutenu l'association pour lancer finalement un peu cette démarche l'année passée et pour faire un premier moment d'échange l'an passé. Voilà, ils nous apportent leur soutien depuis le début au niveau de l'association. Alors, un bref rappel de ce qui va se dérouler. Donc, on aura un petit mot de Joseph Banon qui va venir nous rejoindre dans pas longtemps. Et ensuite, on donnera la parole aux témoins qui sont ici. Simra Arom, avec sa femme. Donc, Simra, vous pourrez venir ici, vous restez assis aussi comme vous voulez. Et vous pourrez prendre la parole. Il y a un micro, donc si votre voix ne porte pas, on prendra le micro. Il n'y a pas de souci. Vous pourrez nous apporter votre témoignage. Jean-Pierre Foucault et sa sœur et sa femme, qui est ici, donc qui pourra apporter son témoignage. L'idée, c'est vraiment d'avoir un temps de discussion après entre nous, peut-être qu'il y aura peut-être des questions que vous voudrez poser aux personnes qui auront pris la parole. J'excuse Annie Guicher, qui devait être aussi parmi nous, qui est la petite fille de Madame Pata, de l'hôtel Beau Séjour, et qui a eu le décès de son mari il y a 2 jours. Donc elle n'est pas ici, mais nous avons ça. Alors il ne faut pas que je me trompe. Vous êtes là. Je suis la nièce d'Annie Guicher et l'arrière-petite-fille de Louise Pata. Voilà, la nièce d'Annie Guicher et l'arrière-petite-fille de Louise Pata. Louise Pata tenait l'hôtel Beau Séjour en 1942, au moment des rafles. Voilà. Ensuite, nous écouterons un texte d'Albert Fechter, voilà, qui est représentant de la communauté juive de Savoie, qui est ici. On fera probablement une photo de groupe, si vous le souhaitez, juste derrière. On aura bien un photographe sous la main, de manière à garder un peu la mémoire de cette rencontre, avant de partir faire un petit tour de lac, un demi-tour de lac. Nous allons visiter 3 lieux finalement, 3 communes. Aiguebelette-le-Lac, qui se situe derrière la bosse que l'on voit ici, derrière
la Combe, qu'on appelle la Combe. Donc, Aiguebelette-le-Lac, où il y a 2 lieux, on verra 2 endroits. Une maison de famille qui était louée l'été, et puis l'hôtel Beau Séjour qui est devenu maintenant une résidence. On partira dans la foulée, c'est pas très loin en kilomètres, hein, juste dans la foulée, juste derrière, on passe sur l'Épale-le-Lac, où là on s'arrêtera aussi sur une maison, qui est la maison occupée par la famille de Colette Lacherme, que je n'ai pas présentée, qui est parmi nous aussi, et dont les parents ont rendu beaucoup de services à beaucoup de gens. Beaucoup de juifs sont passés chez elle, dont 2 enfants qui sont restés longtemps, Jeannette et... Jeannette Chesterton, voilà. Et son frère, qui est un écrivain, Emmanuel Garand. Emmanuel Garand, c'est ça. Un écrivain de théâtre, Ouais. et qui a créé le théâtre d'Aubervilliers. Gabriel Garand. Gabriel Garand, Voilà. le théâtre d'Aubervilliers. C'est ça. Voilà, qui est passé quelques mois à l'Épin-le-Lac, Voilà. dans la ferme que nous voilà, nous continuerons sur Attignan-Encein, qui est la commune juste à côté, et nous découvrirons la ferme dans laquelle des gens se sont cachés, et notamment Matisse. Voilà, Matisse s'est caché là-bas quand il a fui le jour de la rafle. Voilà, un buffet nous sera proposé à l'hôtel des Loges du Lac, que certaines connaissent. Voilà, on prendra un petit buffet là-bas et on aura la chance d'avoir un instant de musique avec Julien Boutin et Jeanne Bleuse qui vont nous interpréter des musiques choisies. Il vous en dira probablement un peu plus sur ce qu'il a concocté, ce qu'ils ont concocté. Voilà. Ensuite, on se séparera vers peut-être 14h, 15h, une fois qu'on n'aura plus le temps d'écouter cette belle musique. On se séparera pour emmener les personnes qui le souhaitent sur le mémorial d'Isieux. On va covoiturer pour faire tout ça. Hein. D'ici, vous pouvez laisser vos voitures. On covoiture pour voir les différents bâtiments, enfin différents lieux jusqu'à Attignan-Encein. Ensuite, on revient sur les lodges. Et puis, on peut revenir ici et s'organiser pour covoiturer pour aller sur Isieux. Voilà un peu pour ne pas s'embêter au niveau des voitures, on va remplir quelques véhicules. Et nous aurons la chance d'avoir donc une visite guidée à Isieux avec Stéphanie Boissard qui va nous assister pour organiser cette visite guidée qui aura lieu on sera là-bas vers 15h30, et la visite est prévue à 16h. Vous avez tout le temps sur place, vous restez le temps que vous souhaitez. La structure ferme à 19h. Voilà. Le mémorial de la maison d'Isieux, c'est quelque chose à voir. Voilà. Un mot sur l'association. Je vais essayer d'être assez court pour ne pas prendre trop de temps. Donc c'est vraiment à l'initiative de quelques personnes qui habitent le territoire que l'association s'est créée il y a 1 an, c'était en janvier 2019, dans le but simplement de faire connaître des événements qui ont été oubliés et qui font partie de l'histoire du territoire. C'est celle de la persécution des Juifs qui était présent à Aiguebelette à partir principalement de début 42, au moment où les lois anti-juives sont devenues beaucoup plus strictes. Ils étaient pour la plupart assignés à résidence dans les 150 chambres d'hôtel que la préfecture du Rhône, je crois, ou de région, avait déterminé pour l'assignation à résidence, et donc réquisitionné. L'association s'attache notamment à retracer le parcours de vie de ces personnes. Aujourd'hui, nous avons 90 noms dans ce fichier, 90 noms de personnes qui sont passées notamment par Aiguebelette. Nous mettons aussi en lumière, dans la foulée, parce que c'est un sujet qui est très proche, tout le travail qui a été fait pour cacher des enfants et cacher des personnes, notamment des enfants. Nous avons aujourd'hui 25 noms d'enfants qui ont été cachés dans ce secteur. Et on travaille aussi là-dessus. Et l'année prochaine, si ceux qui seront parmi nous qui pourront venir, pourront assister à une remise de médailles de Juste sur la commune de Guelin, probablement début août 2021. On n'a pas pu le faire cette année du fait de l'absence de voyage possible pour les témoins directs qui sont vivants, qui habitent notamment Jérusalem. Voilà. Alors pour revenir simplement sur ce mois d'août 42, au cours de l'été 42, le régime de Vichy négocie avec les responsables de la police allemande un accord pour leur livrer 20 000 juifs de la zone occupée et 10 000 juifs de la zone non occupée. Pour tenir ces engagements, le gouvernement français exécute les grandes rafles de l'été 42, avec bien sûr sous la conduite de Paul Bousquet. Je pense que tout le monde connaît ça. Ce qui veut dire que la France non occupée est alors la seule zone en Europe où les autorités compétentes livrent de leur propre initiative des juifs aux nazis. C'est le seul cas en Europe. Albert Flacher, qui est présent ici, nous parlera un peu du travail de mémoire. Ce travail de mémoire,
il n'est pas une option, il s'impose à nous. André Bois en a parlé, il a fait le lien avec ce qui se passe aussi aujourd'hui. Nous sommes tous un maillon de cette chaîne de la mémoire. Et moi, je m'en suis rendu compte en faisant ce travail que je devenais finalement un passeur de mémoire. Et du coup, vous êtes tous, à votre niveau, des passeurs de mémoire. C'est une chaîne, comme l'a dit André, c'est une chaîne d'humanité et de fraternité, le fait d'être un maillon de cette chaîne de la mémoire, et c'est très important. Moi, j'ai découvert l'histoire locale, j'habitais depuis 20 ans ici, et j'étais estomaqué de découvrir cette histoire locale complètement méconnue, non pas cachée, mais simplement oubliée. Voilà, il fallait la faire un peu revenir en surface. Voilà. Aujourd'hui, votre présence ici à Aiguebelette, le lac, ça veut dire que Aiguebelette et Aiguebelette-le-Lac, où nous irons tout à l'heure, ça veut dire que Aiguebelette-le-Lac, notamment, et plus largement Aiguebelette, est un lieu de mémoire de la Shoah, tout simplement. Donc il faut qu'on l'ait en tête et qu'on agisse en fonction de ça. C'est un lieu de mémoire. Ce lieu de mémoire, d'ailleurs, on réfléchit sur comment le mettre en scène, enfin pas le mettre en scène, mais le visualiser, l'installer dans le temps. Et on travaille aujourd'hui sur un projet de sculpture. Donc on aura l'occasion d'en parler avec peut-être les maires, mais on a dans l'idée quelque part de positionner un élément artistique fait par un sculpteur local pour finalement voilà, poser quelque chose qui sera durable et qui fera le lien pour tous les visiteurs futurs et actuels de l'histoire locale autour de ces familles et de ces personnes juives, parce que c'était souvent aussi des personnes isolées qui étaient voilà, qui parfois se retrouvaient dans la complète déshérence et qui étaient pourchassés. Voilà. Simplement pour terminer, lors de la rafle du 26 août 42, donc nous sommes bien sur la rafle du 26 août 42, qui était l'élément important dans le territoire, comme partout dans la zone libre, 21 arrestations étaient prévues. La liste était établie. Hein. Les services de la préfecture avaient la liste précise des gens qu'il fallait arrêter. 20 personnes seront finalement arrêtées et déportées depuis ce lieu. 16 personnes le 26 août et quelques-unes quelques jours suivants, parce il manquait des gens, donc il fallait revenir pour vérifier comment on pouvait attraper les gens qui n'avaient pas été récupérés le 26 août. Donc au total, 20 personnes ont été déportées depuis ce lieu. 20 personnes. Donc les personnes, ce sont celles-ci. David Arom, Liba Arom, Jacob Bergman, Hermann Bienes, Hermann Bloch, Ferdinand Finder, Eva Fixler, Harry Groman, survivant des camps, Jean Hirn, survivant des camps, Hans Lichtenstein, Sidonie Lichtenstein, Noah Mass, Charles Mendel, Anna Rechstein, Maurice Schall, Yankel Schiffmann et Rachel Weber. Mesdames et messieurs, le Comité français pour Yad Vashem œuvre depuis sa création pour faire reconnaître et honorer les Juifs parmi les nations. Quiconque sauve une vie sauve l'univers tout entier. Cette phrase, qui est extraite du Talmud, rend hommage aux actions d'humanité et de courage des Juifs parmi les nations. Elle est gravée sur chaque médaille au nom de l'État d'Israël en signe de gratitude. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, 6 millions de Juifs de 21 pays d'Europe sous domination nazie furent exterminés. En France, 76 000 Juifs, dont 11 000 enfants, furent déportés. Seuls 2550 revinrent. Aucun enfant ne se trouvait parmi eux. Ceux qui ont survécu à cette sombre page de l'histoire le doivent souvent à des hommes et des femmes non juifs qui, n'écoutant que leur conscience, les cachèrent, les protégèrent et les sauvèrent ainsi de la mort. Célèbres ou anonymes, de tous âges et de toutes origines, de toutes croyances religieuses et politiques, de tous milieux sociaux, ces hommes et ces femmes d'honneur avaient pour dénominateur commun le respect des valeurs morales, le rejet du fascisme et le courage d'agir malgré les risques encourus. En leur décernant le titre de Juifs parmi les nations, la plus haute distinction civile, l'État d'Israël leur rend hommage. Depuis l'Antiquité, dans le Talmud, ce titre était utilisé pour qualifier les non-juifs vertueux, œuvrant avec compassion et justice.
À ce jour, la ville de Chambéry, tout proche d'ici, compte 14 justes parmi les nations. En Savoie, 72 personnes ont été nommées et 719 dans la région Rhône-Alpes. Par ailleurs, soulignons les 2 lieux porteurs de mémoire en Savoie, Aix-les-Bains et Trévignan. Aujourd'hui, il nous incombe à tous d'avoir un devoir de mémoire, mais aussi et surtout le droit à la mémoire. Droit essentiel pour les générations futures, afin qu'elles soient averties du danger de l'intolérance, du racisme, de l'antisémitisme, du négationnisme et de l'amalgame. Pour qu'elles restent vigilantes, car nous le constatons tous les jours, il ne suffit pas de dire « plus jamais ça ». Souhaitons que ces témoignages de reconnaissance en soient le symbole et nous guident sur la voie que nous ont tracée ces hommes et ces femmes de l'ombre. Je vous remercie. Merci en tout cas, Monsieur Pélisson, lorsque vous m'avez contacté en me parlant de cette association, me parlant de lieux dont nous avons entendu parler, Françoise et moi, lorsque nous étions enfants, sans cesse, sans trop savoir ce qui s'y était passé. Et on avait besoin de mettre une image sur ces lieux. Et cette image, eh bien, nous l'aurons tout à l'heure, grâce à vous. Pour cela, merci. Ce qu'on peut vous dire, c'est qu'en fait, on ne sait pas grand-chose. Pourquoi ? Parce que les gens, et certains témoins pourraient le confirmer ici, qui ont souffert pendant la guerre, après la guerre, se sont tus et ne voulaient pas en parler, ou en parler peu. Et quand notre mère parlait de ces moments douloureux, elle en parlait avec des proches à voix basse, de peur qu'on ne l'entende. C'est dire la souffrance marquée au fer rouge qu'ont subi ces hommes, ces femmes et ces enfants. Anna Reichstadt, dont vous avez cité le nom, est venue ici avec Belette de Lac chez Madame Pata, dont vous êtes descendante, Madame, et avec ma sœur, en venant ici de Marseille, de Toulon pour ce qui la concerne, on ne sait pas pourquoi elle est venue ici, Anna, la sœur de notre mère, notre tante. Elle est venue peut-être parce qu'elle a été assignée à résidence. Je ne pense pas qu'elle ait pu venir de son propre chef. Elle s'appelait Rechstein parce qu'elle était mariée. Donc elle est venue avec son mari et ses 2 enfants, Paulette, l'aînée, et Maurice, 7 et 8 ans. Et lorsque la rafle a eu lieu, le papa, le mari d'Anna, est parti. On nous a toujours dit par la fenêtre. Il est parti par la fenêtre en disant « Je vous laisse parce qu'ils ne prendront pas les femmes et les enfants ». Or, ils sont venus et ils ont raflé Anna et laissé les enfants qui n'étaient pas sur la liste. Ces enfants, donc 7 et 8 ans, ou 6 et 7 ans, 7 et 8 ans, plus petit. Maurice était plus petit encore, Maurice était plus petit, se sont trouvés seuls et ma mère, notre mère, vivait déjà avec Marcel Foucault, notre père, donc, qui était catholique, pratiquant, et cet homme qui, par la suite, est devenu juste parmi les nations, 50 ans après sa mort, certes, mais est devenu juste, n'a pas pu supporter laisser ses enfants seuls à la dérive ici. Et il s'est débrouillé avec Madame Pata, justement. Je ne sais pas par quel, peut-être que Françoise, tu pourras nous dire comment, si tu en sais plus que moi, aller faire prendre le train, aller à Marseille, à la gare Saint-Charles, où ils sont arrivés pieds nus. Alors on disait qu'on leur avait volé les chaussures dans le train ou qu'ils étaient pieds nus déjà dans l'endroit qui les accueillait. Son premier geste, il les a fait baptiser pour les protéger. Ce qui n'a rien changé à leur religion, certes, mais c'était simplement une protection pour leur permettre de ne plus souffrir et pour préserver d'un avenir sombre. Il a loué une chambre chez une logeuse à Marseille, qui s'appelait Madame Bianchi, dans le quartier de la Rose, à Marseille. Et cette dame nous a toujours raconté qu'elle voyait le petit Maurice, qui donc avait 5 ou 6 ans, tu dis ? Oui, moins de 5 ans. 5 ans, il avait 5 ans. Il avait 5 ans. Le petit Maurice qui était les bras accrochés à la grille de la maison, il regardait passer le tram et les voitures dans la rue.
Et cette dame lui disait « Qu'est-ce que tu fais, Maurice ?» Et il disait « J'attends ma mère. » Donc c'est vous dire la souffrance de ses enfants, sa mère qui, bien entendu, n'est jamais revenue. Parallèlement à cela, notre mère est allée à Perrache, sur le quai hypothétique du train qui partait pour la déportation, et a crié sur le quai tout le long du train « Anna, Anna, j'ai des enfants ». C'était le bon train. On peut imaginer qu'elle a entendu ce cri et qu'elle est partie, non pas apaisée, mais qu'elle a su que ses enfants étaient protégés. Donc voilà pourquoi, avec Françoise, lorsque vous nous avez proposé, M. Pélisson, de venir, on n'a pas hésité un seul instant de venir voir où ça s'est passé. On ne saura pas pourquoi ça s'est passé. Vous nous avez dit que Paulette était inscrite en 1941 sur le registre de l'école. C'est ça. Et Paulette, qui a plus de 80 ans aujourd'hui, parle parfaitement le français, bien entendu, puisqu'elle a appris avec Belette le lac. Elle a appris à parler le français et elle entretient, bien qu'elle soit âgée et qu'elle ait parfois quelques absences, elle entretient cela en lisant des livres dans la langue de Molière. Ses enfants et elle auraient souhaité être là aujourd'hui. Vous le savez, le Covid, ou la Covid, ça dépend, le Covid, enfin ce virus terrible, nous ont privés de leur présence, nous le regrettons, mais les reporters, photographes, vont transmettre le plus rapidement possible les photos pour qu'on n'oublie pas, comme vous le disiez tout à l'heure. Dernière précision, je suis allé avec mon épouse à Yad Vashem voir le nom de notre père gravé sur l'allée des Justes. Et vous savez, quand on arrive en Israël, c'est pas la première fois, parce que j'avais déjà fait une émission de télévision à l'hôtel King David, où lorsque nous sommes arrivés à l'époque, les policiers étaient extrêmement méticuleux, et les douaniers pour savoir pourquoi on venait, qu'est-ce qu'on venait faire, qu'est-ce qu'on avait dans nos valises, est-ce qu'on a donné nos valises à d'autres, etc. Parce que c'est un pays qui, vous l'imaginez, est extrêmement protégé. Et là, lorsque je suis arrivé, j'ai tendu mon passeport à l'officier de police, et il m'a dit « Pourquoi venez-vous » Je dis « Je viens voir le nom de mon père qui est juste ». Il n'a pas ouvert le passeport, il a dit « Bienvenue chez vous ». Oui, l'émotion m'étreint encore. C'est dire la reconnaissance infinie de l'État d'Israël et des Juifs envers ceux qui ne l'étaient pas et qui ont fait beaucoup de choses pour sauver ces hommes, ces femmes et ces enfants. Voilà ce que je voulais dire. Maintenant, débrouille-toi. Mais moi, je ne suis pas un pro comme toi, donc je me suis fait des pompes. Je voulais dire que j'étais troublée d'être avec Belette-le-Lac. Voilà, parce que pour moi, ce lieu, plutôt l'idée de ce lieu fait partie de la saga familiale et était pratiquement virtuelle pour moi. J'étais, avec Belette-le-Lac, je ne sais pas, j'arrivais pas à me représenter. Et ce nom avait été prononcé par maman et avec beaucoup de tristesse et de rancœur. Et elle disait, c'est la police française qui a arrêté Anna, les enfants n'étaient pas sur la liste, Barry qui saute par la fenêtre, tout ça, c'est des bribes de mots que j'ai entendus par moments, qui revenaient, mais c'était peu souvent. Je n'ai jamais posé la question. Que faisait-il là? Comment sont-ils arrivés là? Une espèce de pudeur m'empêchait de la poser, cette question. La peur peut-être d'affronter la vérité. Le destin de ma tante, que je n'ai pas connu, me bouleverse depuis l'enfance. Partie de Pologne pour fuir l'antisémitisme et les pogroms. Ayant fait sa vie en Belgique, obligée de fuir sur les routes et pour finalement se faire arrêter en France, pays des droits de l'homme, par la police française, et pour être ramenée chez elle, en Pologne, à Birkenau, pour y subir la barbarie. Je suis allée à Birkenau, j'ai eu du mal, mais j'y suis allée. J'ai réalisé là-bas qu'elle avait 28 ans. Maman, un jour, a lâché qu'elle avait su par Sam, qui est revenu de là-bas, qui était un autre cousin, qu'elle faisait partie du programme des expérimentations médicales.
tout cela est insoutenable. Et pour croire encore en l'humanité, il faut se concentrer sur ceux qui sont ici, qui ont œuvré pour le sauvetage de Paulette et de Maurice, et bien sûr sur le rôle de mon père à Marseille et de ceux qui l'ont aidé. Je ne savais pas qu'Aiguebelette-le-Lac pouvait être un endroit si charmant. Et que 68 ans après les faits, des personnes comme vous, Monsieur Pélisson, organiseraient une commémoration de ces événements dramatiques. Cela a beaucoup ému nos petites cousines américaines qui devaient être là, filles de Paulette et filles de Maurice, et qui s'appellent toutes les deux Anne. Voilà. Je savais pas. Comme notre sœur, qui n'est plus là, qui s'appelait Anne aussi. Merci. Voilà. Est-ce que vous souhaitez, vous pouvez vous rasseoir quand même, s'il y a des, je sais pas, si vous souhaitez avoir un échange sur des choses qui ont été dites, ou des souvenirs qui ont été évoqués, allez-y, hein, malgré les masques. Oui. Je voulais savoir, est-ce que vous les avez bien connus, vos cousins? Ah oui. Anna, Maurice et Bien sûr. Vous avez Bien, vécu bien, avec- bien vous entendu. avez- Ils étaient aux États-Unis, mais nous sommes allés les voir. Ils venaient régulièrement nous voir. Mais enfant, quand vous étiez enfant. Ah, enfant non. Enfant non, parce que Maurice avait 10 ans de plus que moi. Oui. Paulette encore plus, non, puisque c'était l'aîné. Mais enfant non, puisqu'ils sont partis après la guerre, rejoindre leur père, qui était en Bolivie. Puis ensuite, Paulette s'est mariée, elle habitait New York, son frère restait en Bolivie, mais il faisait des voyages régulièrement en France pour venir nous voir. Et notamment après le décès accidentel de notre père en 62, et ils n'appelaient pas notre père Marcel, ils l'appelaient notre sauveur. On vient ton père, c'est notre sauveur. Voilà. C'est vous dire le lien fort, forcément, qu'il y avait entre cet homme, qui n'en parlait pas en plus, hein, parce que, alors, s'il y avait quelqu'un qui était vraiment muet, c'était notre père, sur tous ces événements, et je me souviendrai toujours que dans le tiroir de la salle à manger, à Marseille, il y avait 2 médailles de la Résistance et un certificat. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est rien. Voilà. Donc, est-ce qu'on aurait eu la même attitude, nous? On n'en sait rien. Jean-Pierre Brandon, merci pour ce très très beau témoignage, très touchant, très sensible. Je reviendrai tout à l'heure sur le problème du silence des déportés dans mon petit papier. Mais j'ai été très amusé par l'histoire du certificat de baptême. Ne vous inquiétez pas, c'est arrivé dans toutes les familles. Mon frère aîné, qui vit en Israël depuis 1954, a été baptisé 3 fois. Et lui, il risque rien. Hein. 40 et 44, il a eu un certificat de baptême tout neuf. Donc mon frère aîné, Shlomo, a été baptisé 3 fois. Et, voilà, C'est bien. il est complètement en Israël, très bien, sa vie de juif ex-catholique. Mais vous savez, nous, lorsque nos parents se sont mariés, mon père a souhaité que nous soyons élevés dans la religion catholique. Nous sommes juifs puisque notre mère est juive. Hein, non. Mais nous avons été, il a exigé, entre guillemets, en accord parfait avec ma mère. C'était en quelque sorte pour notre mère une protection que nous soyons élevés dans cette religion. Et nous avons été élevés dans la religion catholique jusqu'à aujourd'hui encore, bien entendu, mais nous avons une double richesse. Et ça, personne ne pourra nous l'apprendre. Donc la première question que je pourrais vous poser, je vais improviser, c'est de savoir comment se fait-il que le petit Simra s'est retrouvé ici en 1942 à Aiguebelette-le-Lac. Voilà, c'est par là que j'avais l'intention de commencer, c'est très bien. Vous m'entendez là? Je crois que le micro n'est pas branché, mais on va ouvrir la platine au fond. Parce que pour comprendre l'évolution des choses, il faut commencer quelque part. Et je me demandais hier en préparant mentalement cette intervention, par où je vais pouvoir commencer pour que les gens comprennent ce que je vais raconter. Alors, je vais essayer d'aller très vite parce que
Vous savez, les gens de ma génération, nous ont des histoires compliquées, une extrême complexité. Et bon, il faut résumer et aller à l'essentiel, ce qui concerne Aiguebelette, bien sûr. Et moi, j'ai été dans une maison d'enfants juive qui était un peu la contrepartie d'Isieux et Moissac. Je ne sais pas, beaucoup de gens connaissent la maison de Moissac. Des EIF, les éclaireurs israélites de France, qui ont fait le nécessaire et qui étaient organisés depuis 40 pour accueillir des enfants qui venaient d'Allemagne. Moi, j'étais en Allemagne, ensuite en Belgique. Et avec ma famille, nous sommes arrivés en 40 en France. Et donc, nous avions été à Rivesaltes. Mes parents, mon frère et moi, nous sommes échappés de Rivesaltes. On a vécu sans papier. Et puis, quand on a appris qu'on allait venir nous rechercher, que la police, la gendarmerie, savait qu'on s'était échappé, bref, on a envoyé d'abord mon frère, qui avait 3 ans plus que moi, à Moissac. Et puis, le jour où on a su la veille qu'on allait venir nous arrêter tous les 3 qui restaient pour nous embarquer de nouveau, mes parents ont réussi à me faire prendre un train pour Moissac, où je suis arrivé et je suis resté là-bas 2 ans. Moissac, c'était EIF, les éclaireurs. Il y avait les grands et les petits. Les grands, c'était les éclaireurs, les petits, c'était les louveteaux. Moi, en 41, j'avais 11 ans, j'étais dans les louveteaux. Qu'est-ce que ça fait, les éclaireurs? Même en temps de guerre, et pour passer inaperçu, l'été, ça campe. Et l'été 40... Oui. Alors, mes parents, entre-temps, étaient assignés à résidence à Aiguebelette. Voilà, c'est là où ça commence. Moi, j'étais à Moissac. En 42, j'imagine, l'assignation à résidence de vos parents. Alors, je ne peux pas vous dire. C'était d'abord à Lyon, près de Lyon. Oui. Et puis, ils ont été assignés ici. Je ne sais pas exactement comment. Je savais qu'ils étaient là. On s'écrivait. D'accord. Et le bon Dieu a voulu que le camp des louveteaux de Moissac soit dans l'Isère en 42. Moi, alors, je me suis dit, c'est tout près d'Aiguebelette. Et Lazare a voulu que je sois né le 16 août. Et alors, c'était les vacances. J'ai demandé à la directrice si je pouvais, après le camp, qui était fin juillet, venir passer 15 jours chez mes parents, parce que je ne les ai pas vus depuis 1 an. Et on m'a dit oui. Et alors, quand je suis arrivé ici, on a vu, tiens, mais le 16, c'est ton anniversaire. Alors, ma mère a écrit une lettre à la directrice de Moissac, si je pouvais rester jusqu'à la fin du mois. Voilà. Commencer à y voir. Et moi, donc, j'étais domicilié à Moissac, et je viens ici passer les vacances et revoir mes parents. Et on habitait à la petite maison des Tilleuls. Je crois que c'est prévu qu'on passe devant. Oui. Et je me baladais, je n'avais rien à faire, je me baladais. Mon papa était bûcheron dans une scierie à Attigna. Donc chez Beauvanier, probablement. Chez Beauvanier, on va y passer aussi. Oui, ben voilà. Parce que la maison, la ferme derrière, était un lieu de cache. Bon. Et moi, j'adorais cet endroit, et je me promenais, j'allais me baigner, etc. Non, elle n'était pas construite, la scierie. Ah, elle n'était pas construite. Il n'y avait pas de scierie sur... C'était pas celle-ci. En 1942. Donc c'était une autre scierie. Pardon. Mais c'était à Attigna. Attigna. Je sais. Peut-être qu'on pourra trouver la scierie. Voilà. Et bon, il était bûcheron. Il n'était pas le seul, il y avait plusieurs juifs qui travaillaient là. Voilà. Et donc, on m'avait prolongé ma permission d'absence jusqu'à la fin du mois, le 26. Le 26, vous étiez là. J'étais là. Et quand ils sont venus arrêter mes parents, mon père leur a dit, parce qu'ils ne parlaient pas français, dis-leur que tu n'es pas sur la liste. Ils avaient des listes. Et alors je leur ai dit, moi je ne suis pas sur la liste, j'habite pas ici. On m'a dit, mais tu ne vas pas être séparé de tes parents. Et mon père a une présence d'esprit extraordinaire, ce qui fait que le petit Simcha est là aujourd'hui avec vous, c'est que il a dit, tu prends ton sac à dos avec tes affaires, tu mets tes affaires dans le sac à dos. Et on était les premiers, c'était un bus qui nous arrêter, et ces bus avaient des entrées à l'avant et à l'arrière des 4 côtés. Ça, c'est très important. J'ai revu d'ailleurs une photo du camp de Lyon, comment ça s'appelle ? Vénissieux. Voilà, Vénissieux, des combats d'ici partaient à Vénissieux. C'est ça. Et il y a une photo du bus, j'ai montré à ma femme les portes, parce que des fois on se demande avec la mémoire, est-ce qu'on n'invente pas, est-ce qu'on ne modifie pas ? C'est exactement ça.
On était les premiers. On nous a mis au fond de l'autobus. Mon père m'a fait mettre du côté opposé où étaient les gendarmes, assis, et au prochain, là on est arrivé pour arrêter les gens suivants. Il m'a donné de l'argent, il m'a dit tu files, tu vas rejoindre ton frère, tu te débrouilles, tu retournes dans la salle. Voilà. Donc au prochain arrêt, vous avez... Oui, mais ils étaient de ce côté, et les autres étaient dans les maisons à chercher les gens, et moi je suis parti par la porte derrière, je suis allé là où il y avait des arbres, quelque part du côté du noyau là-bas. Du cimetière? Oui, et il m'a dit demain matin tu prends le train. Et quand je suis arrivé le lendemain à la gare d'Aiguebelette, et ça je m'en souviendrai toujours, j'étais sur les quais, j'avais pris mon billet. Il y a un type qui a dit « Ah, t'es encore là, toi ?» Et là, j'ai pas aimé. Et discrètement, je me suis éloigné de lui pour aller dans le wagon le plus loin possible. On ne sait jamais. Ouais, parce que, je dois dire qu'à cet âge-là, j'étais plus intelligent qu'aujourd'hui. Et il fallait l'être. Il fallait l'être si on voulait rester en vie. Donc le bus a monté le village, j'imagine. Il est parti de Tilleul, Je ne sais pas après. Moi, je suis descendu à la première station. Premier arrêt. D'accord. Voilà. Comment vous avez rejoint Moissac ensuite? Ah, ça c'est encore une histoire. Hein. Depuis le train d'Aiguebelette. Aiguebelette, il y a une petite gare. Hein. Il y a une gare à Aiguebelette. Mais après d'Aiguebelette, on est loin de Moissac. Mon frère, qui était dans les éclaireurs, parce que là, je vous ai fait mon introduction, les plus grands, c'était les éclaireurs. Eux campaient aussi, mais ils n'avaient pas fini, ils étaient dans la Creuse. Donc, il fallait prendre le train pour Guéret et prendre de Guéret en bus. Et je suis arrivé dans l'après-midi à Guéret. Je n'avais pas mangé depuis la veille, je n'avais pas faim non plus, je dirais. Je voulais manger, boire quelque chose. Et il y avait un buffet à la gare de Guéret où nous sommes passés il y a 2 mois. On a fait le pèlerinage et le buffet de la gare, il existe toujours. 78 ans après. Et je regardais à droite, je faisais se méfier quand même. Et je rentre dans le buffet et je demande, je me souviens très bien, un viandox. Je ne sais pas si vous connaissez ça existe encore? Ça existe, un viandox. Et il y a une dame en face de moi qui me voit, qui s'approche de moi et qui me dit tout de go, toi tu es un petit juif, qu'est-ce qui t'est arrivé pour que tu sois tout seul là? Et moi je continue, non. Et puis au bout d'un moment, j'en pouvais plus, j'ai éclaté en pleurs. Et c'est là. Prenez votre temps. Cette dame m'a dit, tu es tout seul? Alors je lui ai raconté ce qui est arrivé. Elle me dit, écoute, mon mari est juif, moi je ne suis pas juive, on n'a pas d'enfant, nous avons une usine de chaussures, tu viens avec nous, on t'adopte. 24 heures, même pas, après que mes parents ont été arrêtés. Et ça m'a... C'était là. J'ai pas de mots pour dire ce que c'était. Oh, je l'ai remercié, elle m'a dit, prends ma carte de visite. Si tu en as besoin, à n'importe quel moment, tu peux venir. J'ai pris la carte de visite. Puis après, les bus, les machins, je suis arrivé au camp de mon frère. J'ai vu mon frère, j'ai même pas eu besoin d'ouvrir la bouche parce que je ne pouvais pas parler. J'ai commencé à pleurer, il a tout de suite compris. Et puis je suis tombé malade. Le camp, ils sont partis tous. Je suis resté chez un paysan du coin parce que je n'étais pas en état. Et puis une assistante sociale, parce que très bien organisée, les EIF, est venue me chercher. Et comme en plus, je ne pouvais pas retourner à Moissac, parce qu'ils avaient découvert à Moissac que je m'étais échappé de Rivesaltes, on m'a mis dans une autre maison des EI, une maison de filles, à Beaulieu-sur-Dordogne. C'est un charmant endroit aussi. J'ai vécu dans des beaux endroits. Voilà. Et 2 mois après, je suis retourné à Moissac, où nous sommes restés jusqu'en novembre 1943. Et là, la maison a été dissoute, c'est-à-dire que tous les enfants, il y avait 105 enfants environ, on leur a fait en l'espace de 3 jours des faux papiers à tous, des fausses histoires à tous, et tout le monde planqué, qui chez les curés, qui chez les bonnes sœurs, qui dans les couvents, qui chez des paysans. Puis moi, j'étais dans un petit groupe qu'on a envoyé dans un truc incroyable qui s'appelle le Collège technique de Castres. Et c'est là que je me suis dit,
c'est peut-être le moment de sortir la carte de visite à la brave dame de Guéret. Il n'est pas retrouvé. Voilà. Et bon, et ben voilà. Et puis, bon, ben, j'ai été pratiquement 1 an à Castres. C'était moche. Vraiment. C'était moche. Mais il y avait partout, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, il y avait partout des gens extraordinaires. Et à Castres, il y avait des assistantes sociales qui s'occupaient de nous, qui venaient nous voir, tout ça c'était souterrain. Ils voyaient si on a besoin de rien, etc., qui nous trouvaient des correspondants pour aller le jeudi après-midi et le dimanche, pour qu'on ne reste pas enfermés dans le pensionnat, parce qu'on était internes. Alors, les enfants des paysans des alentours, qui étaient aussi internes dans ce collège technique, le samedi après-midi, ils partaient dans leur campagne, il y a un petit chemin de fer de la montagne noire, là, puis ils revenaient le lundi matin. Nous, on n'avait pas allé. Alors, on nous avait organisé des correspondants, mais j'étais tombé sur une famille extraordinaire, dont la fille qui avait 6-7 ans de plus que moi, venait me chercher, puis elle ne me permet pas de sortir seule dans la rue, et ils avaient raison. Venaient me chercher, me prendre par la main, m'amener au cinéma, et puis le dimanche chez eux à la maison. Et eux, c'était des résistants. Ils avaient un magasin BOF, c'était pas mal, beurre, œufs, fromage à l'époque. Et je revenais toujours au collège technique avec des victuailles. On partageait tous les enfants. On était 11 enfants de Moissac qui étaient là, tous avec des fourneaux. Voilà. Et la terreur, puisque il faut quand même mettre un brin d'humour dans ces histoires tristes. La terreur, mais ça, c'est pas de l'humour, c'était la vraie terreur, c'était la douche du jeudi matin, si vous voyez ce que je veux dire. Et avec c'était que des garçons. Et immédiatement, le danger que quelqu'un voit qu'on soit circoncis, c'était la fin de tous. Voilà. Alors, c'était les acrobates maison, avec les serviettes, les machins, les slips, les trucs. Voilà. Et bon, alors, je m'arrête là parce que sinon on est encore là dans 1 heure. Hein. Au moins. Voilà. Merci. Qui suis pour rien. Hein. Donc, Aiguebelette, c'est pour ça que j'étais tellement ému au début. Aiguebelette, c'est un lieu que j'adore, et d'où je suis revenu parce qu'on a fait un film sur moi, ils sont venus filmer ici. Et c'est comme ça que j'ai connu Marie-Hélène, qui est là, et on est devenus famille, et c'est une histoire d'amour extraordinaire. Enfin, bon, et c'est en même temps le jour le plus triste de ma vie. Voilà. Le silence fait partie aussi du sujet. Pour la petite histoire, parce que vous parliez de faux papiers, notre maman, je ne sais pas si tu le sais, avait des faux papiers, elle s'appelait Paulette Pelletier, née à Brive-la-Gaillarde. Oui. Alors, il fallait vraiment être militaire allemand pour croire que l'accent juif polonais était celui de Brive-la-Gaillarde. Oui. Et un jour, elle m'a dit, j'allais à Brive-la-Gaillarde, elle m'a dit, regarde s'il y a des papiers. Je dis, maman, mais c'était des faux papiers, donc ça n'a pas existé. La maison de Moissac, je suis arrivé un vendredi soir. Samedi matin, j'étais en rang 2 par 2 pour aller à l'école. Je ne parlais pas français. Interdiction de parler français dans la maison. Non, vous parlez autre chose que le français. Oui. Je ne parlais pas français. Vous parlez autre chose que le français. Oui, autre chose que le français, oui. Et je retrouve mon frère dans la maison à qui je parle. C'était le seul que je connaissais. La première fois que je quitte mes parents, et mon frère me répond en français. Et je ne comprenais pas et je pleure. Et je me dis, c'est incroyable. Et j'ai compris après, 3 mois après, je parlais comme je parle aujourd'hui. Et ils avaient prévu le coup, parce que pour planquer tous ces enfants, il fallait qu'on passe inaperçu. Alors les accents polonais, alsaciens et tout ça, et allemands, c'était pas le moment d'avoir des accents. Sinon celui du midi peut-être. Incroyable. Je sais pas. Ensuite, vous savez. Dites-nous un petit mot sur ensuite votre parcours, enfin votre école, ce que vous avez appris, ce que vous avez fait comme métier ou tout jeune. Bon. Juste tout jeune, Alors, parce qu'après vous
on sera trop long. Je fais comment on appelle ça aujourd'hui? On dit sur Twitter, quoi. Les 132 caractères. Voilà. Alors, ensuite, j'ai eu la bonne idée. J'étais dans une colonie de vacances protestantes. Voilà, on est baptisé catholique ou protestant, c'est selon. Voilà. On va y arriver. Dans une ferme qui était une ferme-école juive avant à Lautrec, près de Castres. Je ne sais pas si certains doivent connaître. Et de là, le cuisinier, c'était une colonie d'enfants protestants, et donc il n'y avait plus personne de ceux qui étaient là avant, sauf le cuisinier. Et le cuisinier, je l'avais connu d'avant. Alors j'arrivais à parler avec lui, il savait qu'on était juif, etc. Et puis il me dit, tu sais que il y a une filière par l'Espagne où on peut aller en Palestine. Aller en Palestine, c'était le rêve de mes parents. J'ai dit, je veux. Il me dit, attends que l'assistante sociale vienne, et tu lui dis. L'assistante vient, je lui dis, oui, il paraît que, oui. Il me dit, oui, ben, il faut que tu sois prêt en 10 minutes si je viens te prendre. Ok. Et puis je suis parti. Bon, à Toulouse, regroupement, machin, chaussures parachutées par les Anglais, parce qu'il fallait traverser les Pyrénées à pied pour aller en Andorre et de là en Espagne. Et là, bon, là, Andorre, Lérida, Barcelone, Cadiz, une espèce de vieux rafio qui nous a amené novembre 1944 de Cadiz à Haïfa. Voilà. Et à Haïfa, qu'est-ce qu'on faisait avec des enfants qui venaient? Il y avait une institution spéciale qui accueillait ces enfants, où on avait chacun 2 paires de chaussures, 2 pantalons, 2 chemises, etc. Et puis on apprenait l'agriculture. Moi, c'était pas mon truc, mais bon, voilà. Et puis je voulais être musicien, bon, très très compliqué. J'ai eu la chance d'être blessé à la guerre d'indépendance, ce qui m'a valu d'avoir une bourse. On m'a demandé qu'est-ce que tu veux. Je dis je vais apprendre la musique. Et bien, j'ai commencé à apprendre la musique au Conservatoire de Jérusalem. Puis 2 ans après, je suis venu au Conservatoire de Paris. J'ai un premier prix du Conservatoire. Je jouais du corps. J'étais corps solo dans un orchestre symphonique. Et puis un jour, le gouvernement d'Israël, quelques années plus tard, c'était en 1963, me dit voilà, ce serait bien si tu acceptais de partir en Afrique pour 1 an, parce que le président Dako, président de la République centrafricaine, veut avoir une fanfare à Bangui, et il a vu une fanfare à Haïfa, ça lui a plu, il veut sa fanfare à Bangui, et il faut pour ça qu'il y ait quelqu'un qui joue d'un instrument en cuivre, le corps d'un instrument en cuivre, et puis qui parle français, qui est tout désigné. Je dis tiens, pourquoi pas, l'aventure, je suis parti. Je suis parti à Bangui, j'ai jamais créé de fanfare, mais j'ai créé un bouquin qui s'appelle La fanfare de Bangui, pour raconter que je n'ai pas créé de fanfare. Et voilà. Et j'ai été fasciné par la musique de ces contrées dont personne ne s'occupait. J'ai commencé, je me suis acheté un petit magnétophone, j'ai commencé en amateur à recueillir ces musiques, et puis petit à petit, je me suis retrouvé ethnomusicologue, et puis j'ai fini comme directeur de recherche de classe exceptionnelle au CNRS, et ça fait 20 ans que je suis retraité, mais je continue à travailler. Très brièvement, voilà. Merci. Voilà. Mais j'ai pu terminer ce récit en riant, c'est une chose très importante. Merci. Annie Guichert, qui est la petite fille donc, de Madame Pata, qui tenait l'hôtel de Beau Séjour à l'époque, Louise Pata, qui a rendu beaucoup de services à beaucoup de gens, cette dame qui tenait cet hôtel. Donc la petite fille n'est pas là, comme on vous l'a dit, mais elle avait témoigné dans un petit écrit, c'est la première fois je crois qu'elle témoignait d'ailleurs, de manière écrite, en 2007, si j'ai bonne mémoire, son courrier. Donc il y a quelques années, elle a témoigné par écrit, et on se propose de vous lire un tout petit bout de ce qu'elle a dit sur ce qui se passait à l'hôtel Beau Séjour tel qu'elle l'a vécu. Nous avons été témoins de scènes épouvantables qui se reproduisaient 1 à 2 fois par mois et nous étions tous terrorisés. Bien souvent, la Gestapo ou la milice arrivaient sans bruit en laissant leur camion à l'entrée du village et ils encerclaient l'hôtel afin que les clients soient surpris et ne puissent pas s'enfuir. Quelquefois, le chef de gare de l'Épin avertissait la gare d'Aiguebelette de leur passage. Alors tout le monde essayait de se sauver.
les plus dégourdis en sautant les murs des terrasses et en courant jusqu'au lac, en se cachant dans l'eau jusqu'au cou durant des heures. D'autres montaient s'étendre sur les toits au risque d'être repérés par les projecteurs. Ils étaient fous de peur et nous avec. Cette police vidait les chambres de leurs occupants et un jour étant malade, alité, 3 SS ont fait irruption dans la mienne où maman avait caché sous son lit au dernier moment un jeune enfant juif. Le père avait été amené quelques semaines avant et la mère était cachée sous les escaliers de la cave. Quel risque elles prenaient toutes les deux, donc sa mère et sa grand-mère, pour sauver ces gens de la mort. Après avoir soulevé mes draps et m'avoir donné 3 coups de cravache aux jambes pour me faire lever, il me tirait du lit par les bras et Louis-Paul, mon frère, mon père, hurlait pour alerter maman. Heureusement que Jeanne Masson, secrétaire de mairie et institutrice, était sur place pour délivrer à ma mère, escortée d'un fusil dans le dos, un document prouvant mon identité et ma naissance au pays. Je lui dois la vie sauve à cette maîtresse. Nous sachant exposés, les frères de mon père venaient nous chercher pour les vacances, mais nous étions inquiets pour la grand-mère et maman, que nous savions en danger, puisque nous les avions vus à 3 reprises le dos tourné, prêtes à être fusillées. Une fois par la milice, une fois par les SS, et une dernière fois par quelques hommes qui se disaient maquisards et qui voulaient de l'argent et des bijoux. Ma grand-mère a été contrainte de céder. Ma mère partait souvent à pied sur Nance, Les Pins ou Attigna, par tous les temps, accompagnée d'1 ou 2 enfants juifs qu'elle laissait en lieu sûr, et aussi pour nous ramener un peu à manger. Elles revenaient gelées et épuisées, sans compter les privations qu'elles enduraient toutes deux, pour que nous ayons, mon frère et moi, un peu plus à manger. Voilà, le témoignage. Je retire de ces témoignages beaucoup de bonheur d'abord et une espèce de joie de vivre que j'ai entendue chez Jean-Pierre, que j'ai entendue chez Simcha. C'est pas par hasard que Simcha en hébreu ça veut dire la joie. Et ça c'est le premier élément que m'inspire cette journée. Le deuxième c'est que aussi bien Jean-Pierre que Simcha ont fait leur carrière dans l'art et démontrant bien que malgré le malheur des familles, l'art est la meilleure résilience contre la barbarie en fin de compte, la meilleure réponse. Vous vous souvenez qu'Adorno, après la guerre, se posait la question « Comment écrire de la poésie après Auschwitz ?» Et son ami Paul Celan lui a dit « Mais c'est justement à cause d'Auschwitz qu'il faut écrire de la poésie. » Je crois que l'un et l'autre, c'est pas par hasard que vous avez fait ces métiers, donner de la joie, partager, donner du bonheur, malgré ce qui s'était passé, et surtout à cause de ce qui s'était passé. Voilà ce que je retiens un peu de vos interventions, qui m'ont vraiment beaucoup touché. Le texte que je vais vous présenter aujourd'hui a été écrit à l'occasion d'un séminaire qui devait avoir lieu à Chambéry au mois de mai, sous la présidence de Jean-Noël Parpillon, qui est un séminaire de travail sur la Shoah, justement, sur les déportations. Et mon texte devait servir de contribution finale pour terminer ce colloque qui n'a pas pu avoir lieu à cause du Covid, bien évidemment. Donc, je vous le présente surtout parce qu'il parle, Frédéric l'a évoqué, de ce problème qui ne doit plus s'appeler devoir de mémoire, mais plutôt travail de mémoire. Parce que ce que l'association veut proposer, provoquer, c'est justement une façon de réinjecter du sens dans cette mémoire, de la faire travailler, de mettre au jour de nouvelles choses. C'est ce qui se fait au Yad Vashem, et Joseph Bannon vous l'a dit, c'est ce qui se fait à Isieux, c'est ce qui se fait partout. C'est presque un travail scientifique qui est fait pour lutter contre l'oubli, d'accord, mais également pour réveiller cette mémoire qui est un peu endormie, et Frédéric vous l'a bien indiqué tout à l'heure. De la même manière qu'on a ressuscité le camp Druffieux il y a quelques années, de la même manière, l'association, sous la présidence de Frédéric, souhaite ressusciter cette mémoire, la rénover. Voilà. Donc je vous propose ce petit texte qui s'appelle justement « Le travail de mémoire, une urgence pour notre temps ». En quoi la mémoire historique et le travail de mémoire représentent-ils un enjeu existentiel pour notre société et pourquoi se souvenir aujourd'hui, c'est une urgence absolue? Les faits sont accablants. Un pourcentage important de nos concitoyens de tous âges n'a jamais entendu parler d'Auschwitz et de la Shoah.
Dans l'ambiance délétère, voire surréaliste de la désinformation actuelle, il est parfois impossible, dans les classes de collège et de lycée, d'évoquer la destruction des Juifs d'Europe sans parler de la décolonisation et de la guerre d'Algérie. Emmener des groupes de jeunes voir la rafle suscite même ricanements et applaudissements. C'était le cas d'une de mes filles, qui est professeure dans un lycée de Grenoble, qui a emmené sa classe voir la rafle et qui a dû virer la moitié de la classe parce qu'il manifestait une joie infinie à avoir déporté des enfants juifs. Voilà. 30% des électeurs du Front National et des musulmans de France pensent qu'il n'est pas nécessaire d'enseigner le génocide des Juifs, et dans le même temps, l'idée d'un complot sioniste mondial est évoquée par 16% de la population de ce pays, toutes origines confondues, mais par 44% des Français d'origine musulmane. 25% des Français pensent que les Juifs ont trop de pouvoir, c'est 67% chez les Français de confession musulmane. 38% des Français estiment que Dieudonné a raison dans ses sinistres discours. La population juive de France, bien moins de 1% de la population, concentre 50% des attaques racistes, et cela augmente de 50% par an. Construite ou involontaire, la parole négationniste et révisionniste, vous l'avez évoqué, M. Bannon, se répand dans l'indifférence générale et le mépris des lois de la République. Pire encore, la fondatrice des indigènes de la République, Ouria Bouteja, dit vouloir en finir avec le philosémitisme d'État, dit-elle, en même temps bien sûr qu'avec le mâle blanc dominant. Les Soral, Rissen, Dieudonné endossent maintenant des gilets jaunes, capitalisant à leur profit la détresse du petit peuple abandonné par ses élites et inadapté à la modernité et au monde globalisé. À travers l'image de la banque Rothschild, la France insoumise retrouve et recycle une image de la finance juive assimilée au capitalisme international spoliateur des masses. À nouveau, en France, on insulte, on viole, on assassine au seul motif de l'origine. Ailleurs, en Allemagne, Hongrie, Pays-Baltes, Pologne, Ukraine, les vieux démons se réveillent et les anciens complices des nazis commémorent les hauts faits de leur collaboration avec la race des seigneurs. Cette pusillanimité. Non, excusez-moi. Brecht avait donc raison quand il disait « Le ventre est encore fécond, d'où est sortie la bête immonde ». Le simple devoir de mémoire ne suffit plus, car il nous met au risque de la saturation, de l'ennui et de l'épuisement du sens ou d'une récupération politicienne vide et complètement creuse. Nous avons besoin d'une mémoire vivante, en construction permanente, en recherche de témoignages, de documents historiques déclassifiés et étudiés par des savants, dans l'impératif de la lutte contre l'oubli. La même pusillanimité amène à glorifier la notion du vivre ensemble, formule également creuse, également cache-misère, alors qu'on devait parler, comme Lévinas, du souci de l'autre ou du visage de l'autre homme. Cette même pusillanimité nous empêche de nommer les choses, de nommer les gens, car comme disait Camus, ne pas nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Les témoins disparaissent et on a regretté le silence des survivants, l'absence de parole. Mais qui pouvait les entendre? Dans un premier temps, gaullistes et communistes se disputent l'exclusivité de la victoire et les victimes civiles, comme les déportés raciaux, passent par profits et pertes aux oubliettes de l'histoire. L'évocation de la catastrophe relevait de l'indicible et de l'inaudible. Qui était prêt en 1945 à écouter Anthelme et Rousset? Il a fallu la belle tournée de Dominique Blanc sur le texte de Marguerite Duras, qui parlait de son mari Anthelme, pour qu'on entende enfin le discours de Anthelme sortant des camps. Peu après les travaux de Raymond Aron et de Paxton, le film d'Ophuls, Le chagrin et la pitié, dessinait le tableau d'une France veule et lâche, globalement collaborationniste, image grise, désespérante et excessive de notre grand pays. 20 enfin l'heure des grands procès. Eichmann, Barbie, Touvier, Papon, Bousquet et le film fondateur de Lanzmann, Shoah, pour aborder enfin une période de vérité se nourrissant d'archives, de recherches indépendantes, des écrits sous la cendre, une recherche scientifique assumée par l'université, les musées, les maisons de mémoire comme Lisieux, le Yad Vashem. Mais il faut en plus retirer à l'Holocauste son caractère exclusif du peuple juif, car ces événements tragiques s'inscrivent dans un XXe siècle génocidaire, commencé par le massacre des Héréros en Afrique de l'Ouest, déjà par les Allemands, le génocide arménien en Turquie, 2 millions de morts entre 1917 et 1920, les millions d'Ukrainiens morts de faim dans les famines organisées par Staline, et il faut associer aux 6 millions de victimes juives des nazis l'assassinat des malades mentaux, des communistes,
des catholiques résistants, des homosexuels et des tziganes. Plus près de nous, bien sûr, le Cambodge, le Rwanda, la Birmanie, le martyre récent des Yazidis et des chrétiens d'Orient. Le génocide des Juifs n'a d'exemplaire que sa dimension, son caractère systématique et scientifique, dans une indifférence largement préparée par l'enseignement du mépris dont parlait Jules Isaac, par l'anti-judaïsme chrétien bimillénaire, heureusement disparu actuellement. Annoncé par Hitler, philosophiquement expliqué, méthodiquement préparé, perpétré par les doctrinaires les plus pédants qui aient existé, ce génocide répondait tout simplement à une intention, à un dogme, ceux de l'antisémitisme. Vladimir Yankelevitch, philosophe et pianiste, proposait d'inverser la fameuse formule du Christ, Père, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font, par Seigneur, ne leur pardonnez pas, par qu'ils savent exactement ce qu'ils font. La défaite des armées françaises en mai 1940, cette étrange défaite dont parlait l'historien et martyr Marc Bloch, n'a pas été simplement un effondrement militaire, mais aussi et d'abord moral et politique, celui d'une élite et d'un peuple qui ne croyait plus aux valeurs de la République. C'était aussi la divine surprise attendue par les ennemis de la démocratie, cette extrême droite revancharde qui n'avait accepté ni l'affaire Dreyfus, ni le Front populaire, ni la démocratie républicaine. L'abandon de l'armée et de l'économie aux nazis ne suffisait pas. Il fallait s'attaquer aux libertés individuelles, aux valeurs de la morale et de l'hospitalité, en écrivant une page noire et infamante de l'histoire de France. Depuis longtemps, la chasse aux communistes, aux socialistes comme aux juifs était ouverte en Europe occupée et remplissait les camps. Depuis 1941, les Einsatzgruppen, largement aidés par les populations locales, massacrent des centaines de milliers de personnes en Ukraine, Bessarabie, Bukovine, Pologne et Pays-Baltes. À Wannsee, le 20 janvier 1942, la décision d'une solution finale est prise par Hitler, Heinrich Eichmann, organisant donc des déportations massives vers les camps de concentration, puis d'extermination dans des chambres à gaz déjà largement utilisées pour les malades mentaux et pour les communistes. En France, dès octobre 1940, le statut des Juifs est publié, puis une loi en juin 1941, aggravée de la main même du maréchal Pétain. Cette loi d'infamie qui confond appartenance ethnique et religieuse, ascendance et affiliation par le mariage, annule les naturalisations et fait des Juifs étrangers comme des Juifs français des parias, les exclut de la fonction publique, de l'armée, de l'enseignement, de la justice, des ordres honorifiques et des métiers, mort sociale, préludant à la mort physique. Des vexations diverses s'y ajoutent, port des voiles jaunes, exclusion des lieux publics et des jardins, comme des salles de spectacle et des restaurants. La spoliation des biens et le pillage à grande échelle enrichissent les collabos et leurs complices. Avec la grande rafle du Veldiv de 16 juillet 1942, suivie de rafles similaires dans tout le pays, commence une chasse à l'homme qui va durer toute la guerre, accompagnée de massacres d'otages, de résistants et des déportations d'enfants, comme à Isieux, comme à Voiron, comme ailleurs. Après une frilosité hypocrite de nos dirigeants, c'est à Jacques Chirac et par la suite Sarkozy, Hollande, Macron de reconnaître la responsabilité de l'État français dans la persécution des Juifs de France. Tu l'as évoqué tout à l'heure, Frédéric. Comme eux, il nous faut reconnaître et saluer ceux qui, au péril de leur vie, et il fait nombreux en Savoie, ont nourri, caché, sauvé, permis l'évasion de nombreux persécutés. Dans l'administration, les commissariats de police, les maisons religieuses, les lycées et les collèges, les villes et les villages, à l'usine et à l'atelier, les Justes de France ont non seulement sauvé des vies, mais aussi l'honneur du pays des droits de l'homme. Ceux qui croyaient au ciel et ceux qui n'y croyaient pas, sans consigne politique ni obligation, ont laissé parler leur compassion et leur profonde humanité. 90% des Juifs d'Europe ont péri. Et en France, seulement, bien sûr, mais c'est toujours trop, bien évidemment, un quart, 73 000, vous l'avez dit, M. Bannon, tout à l'heure, et disparu, bien sûr, dans la nuit et le brouillard de la solution finale, en rappelant bien que sur les enfants raflés, aucun, bien sûr, n'est revenu. Le combat des justes continue contre l'oubli, l'ignorance, les révisionnismes, les négationnismes de toutes sortes, mais aussi contre tout racisme et contre la xénophobie. Et maintenant, contre un poison mortel pour notre société qu'est le séparatisme. Car la vieille pensée maurassienne est de nos jours confortée par l'antisionisme blanc-rouge qui masque à peine un nouvel antisémitisme. Une haine violente contre chrétiens et juifs est portée par l'islam radical et la pensée des frères musulmans cautionne les meurtres de Toulouse, de l'Hypercacher, comme ceux d'Ilan Halimi, de Sarah Halimi, de Mireille Knoll, ainsi que les viols de Créteil.
Je rappelle souvent, et je terminerai avec cela, que Robert Badinter, venu près d'ici, à Cognac, inaugurait un musée dans la maison où il a été caché avec sa mère et son frère pendant toute la guerre, n'a pas souhaité revenir sur la misère du destin juif. Mais il a tout simplement, pour l'inscrire dans un cadre universel de la lutte pour les valeurs, a offert aux enfants des écoles un exemplaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il nous faut donc, chaque jour, construire une forte mémoire des jours de haine et de meurtre, en rappelant avec saint Augustin que la mémoire est le présent du passé. C'est notre responsabilité de citoyens, c'est notre responsabilité de parents. La démocratie, avec toutes ses vertus et toutes ses limites, n'est pas donnée une fois pour toutes. Elle ne se maintiendra que si les démocrates sont debout pour la conserver et pour la défendre. Je vous remercie.